Et si l'une des quêtes spirituelles les plus profondes de l'humanité reposait en réalité sur une immense et brillante illusion littéraire? Oh, c'est une entrée en matière vertigineuse. Mais c'est vraiment la question qui s'impose avec nos sources d'aujourd'hui. Absolument. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour cette nouvelle plongée au cœur des idées qui façonnent notre monde, notre mission, ça va être de démêler un corpus de textes encyclopédiques qui sont franchement extrêmement denses. Ouais, très dense et fascinant. C'est le mot. Ces textes retracent l'histoire tumultueuse de l'hermétisme. On part des sables de l'Antiquité, on traverse les bibliothèques de la Renaissance italienne, pour finalement atterrir sur un livre publié en 1908. Le fameux Kydalion. Exactement, le Kybalion, un ouvrage qui a totalement bouleversé la pensée moderne. Du coup, on va essayer de séparer le mythe de la réalité historique, et ensuite on va vraiment extraire la mécanique de ce que ce texte appelle la transmutation mentale. C'est un programme sacrément ambitieux, tu sais. Parce que ça nous force à redéfinir des termes qu'on croit tous connaître. Ah ouais, comme quoi? Bah, typiquement, le mot alchimie. Habituellement, quand on prononce ce mot, l'image qui vient à l'esprit pour quiconque écoute ceci, c'est très ancré dans la matière, quoi. Ah oui, je vois. Le vieux laboratoire sombre, les chaudrons, tout ça. Voilà, c'est ça. On visualise des creusets bouillonnants, des vieux parchemins, et cette espèce de quête obsessionnelle pour transformer le plomb brut en or pur. Ouais, une sorte d'ingénierie chimique un peu primitive, très tactile en fait. Exactement. Mais ce qui ressort de nos sources dès les premières pages, c'est que quand on pénètre vraiment dans les courants de l'hermétisme véritable, ce laboratoire, bah, il change radicalement de dimension. C'est-à-dire? Le plomb, l'or, les cornus de laboratoire, tout ça devient de la pure allégorie. Le véritable fourneau où s'opère la transformation, c'est pas un objet posé sur une table en bois. C'est à l'intérieur. Ouais, c'est la psyché humaine. La matière première, c'est l'esprit. C'est fou ce basculement quand on y pense. On passe littéralement d'une chimie des éléments tangibles à une ingénierie de l'intellect et des émotions. C'est ce qui rend l'hermétisme si captivant. Mais avant de comprendre comment fonctionne cette alchimie interne, il faut absolument se pencher sur la source de ce savoir. Le fondateur mythique. Voilà, tout ce courant gravite autour d'une figure au nom quand même très imposant, Hermès Trismégiste. Le fameux 3 fois grand. Nos documents brossent un portrait assez inattendu de ce personnage. Avant d'entrer dans les lois de l'univers, je pense qu'il faut dissiper un peu le brouillard autour de lui. Je suis bien d'accord. Qui était vraiment cet Hermès, si tant est qu'il ait vraiment existé en fait. Et c'est là que l'histoire devient géniale. Hermès Trismégiste, c'est pas un homme en chair et en os, au sens historique du terme. Pas de carte d'identité quoi. Non, aucune. C'est une fusion. C'est un formidable syncrétisme qui s'est opéré dans le bouillonnement culturel de la ville d'Alexandrie en Égypte. Ah, pendant la période hellénistique, c'est bien ça? Exactement. Il faut imaginer le choc intellectuel de deux civilisations massives. D'un côté, on a la tradition égyptienne avec Thoth, le dieu à tête d'ibis, le maître absolu de l'écriture et le gardien de la sagesse. Ouais. Et de l'autre, on a la philosophie grecque avec Hermès, le dieu messager, celui qui fait littéralement le pont entre le monde des dieux et celui des hommes. Et nos sources soulignent bien que cette fusion, c'est pas un accident. Même sur la fameuse pierre de Rosette, on trouve déjà les traces de cette équivalence entre les deux dieux. C'est vrai, oui. Donc en fait, on a affaire à la création d'une sorte de super-divinité philosophique. Une figure d'autorité suprême, inventée pour donner un poids incontestable à des textes mystiques. C'est la stratégie parfaite. Et l'impact de ces textes, qu'on appellera plus tard le corpus hermeticum, il va traverser les siècles pour provoquer un véritable séisme intellectuel. Ah, le séisme de la Renaissance. J'adore ce passage dans nos sources. Ça ressemble littéralement à un scénario de film. Totalement. Raconte, c'est fascinant. Bon alors, on est en 1460. La Renaissance italienne est en pleine effervescence. Et là, un moine arrive à Florence depuis la Macédoine avec un mystérieux manuscrit grec dans ses bagages. Le fameux manuscrit. Ouais, et ce manuscrit atterrit direct sur le bureau de Cosme de Médicis, qui est l'un des hommes les plus puissants et cultivés de l'époque. C'est le mécène par excellence. C'est ça. Et ce qui me fascine ici, c'est sa réaction. Cosme employait à l'époque un jeune prodige, Marsile Ficin. Il le finançait pour traduire l'intégralité des œuvres de Platon. C'était le projet d'une vie, quoi. L'œuvre monumentale. Mais quand le manuscrit d'Hermès Trismégiste arrive, Cosme ordonne de tout suspendre. Bim, on arrête tout. Voilà, la directive, elle est claire. Platon peut attendre. Il faut traduire Hermès en priorité absolue. C'est dingue quand on y pense. Et pourquoi une telle urgence? Parce que Cosme sentait qu'il vieillissait. Et pour ces érudits de la Renaissance, Hermès n'était pas vu comme une invention hellénistique. Ah non, pas du tout.
Il croyait dur comme fer que c'était un sage d'une antiquité vertigineuse, un prêtre égyptien qui aurait vécu à l'époque de Moïse, voire avant. Ce qui valide complètement cette idée que les historiens appellent la théologie antique, non? Oui, la fameuse Prisca Theologia. C'est le concept qui dit qu'il existerait une chaîne ininterrompue de révélations divines. Une lignée sacrée. Voilà. Une sagesse primordiale qui passe d'Hermès à Pythagore, puis de Pythagore à Platon. Du coup, l'hermétisme devient le socle légitime de toute leur philosophie. Sauf que, et c'est là que nos sources sont brutales, toute cette ferveur incroyable, elle reposait sur une erreur de datation monumentale. Aïe, le château de cartes s'effondre. Le mythe finit par s'effondrer, ouais. Comment ça s'est passé, cette désillusion? Le coup de grâce, il arrive en 1614. Il est porté par un brillant philologue protestant, Isaac Casabonne. Il décide de prendre le texte grec du Corpus Hermeticum et de le soumettre à une critique textuelle implacable. Il passe le texte au microscope, quoi. C'est ça. Et le verdict est sans appel. Le vocabulaire, les tournures et surtout les concepts abordés, ça ne peut absolument pas dater de l'époque pharaonique. Attends, il y a même un détail croustillant rapporté dans les encyclopédies. Casabonne remarque que l'auteur antique mentionne le sculpteur grec Phidias. Ah oui, l'anachronisme parfait. C'est quand même un peu compliqué pour un contemporain de Moïse de citer un artiste né des siècles plus tard. C'est la preuve irréfutable. Casabon démontre avec une précision chirurgicale que ses écrits sont l'œuvre d'auteurs hellénisés des premiers siècles de notre ère. Autour du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, c'est ça? Et du jour au lendemain, l'antiquité mythique d'Hermès s'évapore complètement. C'est fou! Finalement, c'est l'équivalent antique de la stratégie marketing suprême. Comment ça? Pour quiconque cherchait à diffuser des idées révolutionnaires à cette époque, utiliser son propre nom, ça servait à rien. C'est comme si aujourd'hui un auteur publiait un essai sur le développement personnel et décidait de le signer Socrate. Ou Bouddha. Voilà, juste pour garantir que tout le monde s'incline devant le bouquin. C'était une fantastique construction littéraire. Une construction, oui, mais dont la doctrine restait extrêmement puissante. Et c'est un point crucial de nos sources. La méthode de transmission de ce savoir était très particulière. On n'est pas dans le cliché des sociétés secrètes, si je comprends bien. Pas du tout. L'hermétisme antique, c'était intime. Ça se transmettait par une relation directe de maître à disciple. Une poignée d'individus préparés par la méditation autour d'un texte censé être révélé par l'intellect divin. L'idée centrale, c'était vraiment que le salut passait par la connaissance. Exactement. Réaliser que l'intellect humain contient une étincelle de l'esprit divin. Et si on insiste autant sur cette habitude d'utiliser un pseudonyme prestigieux, c'est parce que l'histoire bégaye d'une façon remarquable. Ah, ça c'est sûr, on arrive au cœur du sujet. Ce qui nous amène naturellement à la source moderne la plus influente de l'hermétisme, le fameux Kybalion. Le parallèle est tellement saisissant. On fait un bond dans le temps, on quitte Alexandrie et on se retrouve en décembre 1908. Dans les vents glacés de Chicago. Voilà. Un livre est publié par la Yogi Publication Society. L'auteur ou les auteurs choisissent de rester anonymes sous le pseudo des 3 initiés. Et ils annoncent très solennellement livrer l'essence pure de l'enseignement de l'ancienne Égypte. Pourtant, les historiens penchent vers une origine bien moins mystique. Toutes les preuves désignent William Walker Atkinson. Attends, l'avocat de Chicago? Lui-même. Un pionnier du mouvement de la nouvelle pensée qui adorait publier sous des tas de faux noms. Donc on passe du dieu égyptien de la sagesse à un publiciste américain du début du XXe siècle. C'est quand même un grand écart. C'est vrai, mais ce qui est fascinant, c'est que l'identité réelle de l'auteur importe assez peu face à la puissance de son postulat. Le premier des 7 principes. Exactement. Le principe de mentalisme. La phrase fondatrice est glaçante de clarté. Le tout est esprit, l'univers est mental. Waouh! Arrêtons-nous là-dessus un instant, parce que c'est vertigineux. Si on prend ça au pied de la lettre, la chaise sur laquelle on est assis, les étoiles, la matière brute, Tout, absolument tout. tout ça ne serait qu'une colossale pensée maintenue dans un esprit infini. C'est la conséquence stricte de ce principe. L'univers physique n'aurait pas de réalité matérielle indépendante. Ce serait une immense projection existant uniquement au sein de ce que le texte nomme le tout. Je dois avouer que je bloque un peu ici. Pourquoi? D'un côté, on a l'image grandiose d'un prêtre détenant les secrets de l'univers, et de l'autre, la réalité d'un auteur de Chicago. Pourquoi accorder autant de crédit à cette théorie? Parce que sa valeur réside dans son impact philosophique. Les historiens montrent qu'il y a toujours eu 2 grands courants dans l'hermétisme. Un courant pessimiste, qui voyait le monde matériel comme une prison. Une punition dont il faut s'évader, ouais. Et un courant profondément optimiste. Et le Kybalion, il se place où là-dedans?
Résolument du côté optimiste. Dans cette visio, le monde est une création magnifique, un ordre divin régi par l'intellect. Donc si l'univers est mental, il est forcément malléable. Exactement. Par un effet de miroir, si la réalité globale est mentale, alors l'esprit humain possède des facultés similaires à son échelle. Il peut façonner sa propre réalité immédiate. Ce qui nous fait passer de la belle théorie philosophique à la pratique pure et dure. Parce que dire que tout est mental pour briller dans un dîner, c'est sympa. Mais face aux angoisses du quotidien, c'est abstrait. C'est là que le livre devient un manuel de survie. Nos sources expliquent qu'il offre un mode d'emploi précis de ce qu'il appelle la transmutation mentale. L'alchimie reçoit sa mise à jour ultime en fait. La redéfinition est totale. L'alchimiste d'autrefois espérait changer la fréquence des métaux, mais le Kybalion affirme que la transmutation mentale, c'est l'art exigeant de modifier ses propres états psychologiques, ses humeurs, ses convictions intimes. Et pour que cette machinerie fonctionne, il y a une règle essentielle introduite par le livre, le principe de vibration. En gros, rien ne stagne, tout est en mouvement. Tout vibre. La seule différence entre un roc solide et une crise d'angoisse, c'est la vitesse de leur vibration. Attends, une crise d'angoisse a une vibration basse. Selon le texte, oui. Plus une vibration est rapide, plus elle s'approche de l'esprit pur. Donc, changer un état d'âme douloureux, c'est pas le supprimer de force, c'est hausser délibérément sa fréquence. Mais soyons super pragmatiques une seconde. Si je traverse un deuil ou une peur paralysante, la critique facile, ce serait de dire « D'accord, je vais ignorer ma peine et penser très fort à des licornes ». La fameuse positivité toxique. Exactement. Est-ce que ce concept de transmutation mentale n'est pas juste l'ancêtre du refoulement, où l'on prétend vibrer plus haut? C'est une confusion hyper fréquente et le Kybalion est très clair là-dessus pour l'éviter. Il ne s'agit pas d'aveuglement volontaire. Le texte parle d'un effort de volonté délibéré. Donc on ne nie pas le drame. Jamais, le drame reste intact. Ce qui change, c'est ta fréquence de réception. Il faut observer l'émotion négative, l'accepter, et ensuite mobiliser une discipline mentale folle pour refuser d'en être la victime passive. On modifie la résonance à l'intérieur de soi pour traverser la tempête avec lucidité, en fait. C'est tout à fait ça. Mais comment on fait ça mécaniquement? C'est facile à dire. C'est là que les vrais outils entrent en jeu, à commencer par le principe de polarité. Il dit que tout est double, tout a deux pôles. Les contraires ne sont que les deux extrêmes de la même chose. Prenons l'exemple du thermomètre donné dans le texte. La chaleur et le froid, ce ne sont pas deux choses en lutte. C'est exactement la même chose, la température. Oui, il n'y a pas un point magique où le chaud devient du froid d'un coup. Absolument. Ce ne sont que des variations de degrés. Eh bien, le texte applique cette logique implacable à la psychologie. La haine et l'amour, le courage et la peur partagent la même nature. Pour imager ça, pour notre public, il faut imaginer nos émotions non pas comme des petites boîtes séparées dans notre cerveau, mais comme le bouton de volume d'une vieille radio. Ah, j'aime beaucoup cette métaphore. Si je ressens une peur terrifiante, le principe de polarité me dit que j'ai pas besoin de chercher du courage dans une autre boîte. J'ai déjà la main sur le bon bouton de la radio. Exactement. Je dois juste utiliser ma volonté pour faire glisser le curseur de cette même radio de la peur vers l'audace. Puisque la peur et le courage partagent la même onde, la transmutation est mécaniquement possible. On transmute la fréquence, on ne détruit pas l'énergie initiale. D'accord. L'idée est brillante. Je glisse mon curseur, je transforme ma peur en courage, je me sens invincible. Mais soyons honnêtes, ça dure jamais. Ah, la réalité rattrape toujours. Bah oui, le lendemain, l'angoisse revient au galop. Pourquoi le bouton refuse de rester là où je l'ai mis? C'est un obstacle majeur et le Kybalion l'anticipe magistralement avec un autre rouage, le principe de rythme. Le mouvement de balancier. Tout à fait. Dans l'univers comme dans l'esprit, tout obéit à un mouvement de pendule. Il y a un flux et un reflux. Après une grande phase d'exaltation, la loi du rythme impose un retour vers l'apathie ou la mélancolie. Donc, le coup de blues après avoir accompli un grand projet, c'est juste le pendule qui revient frapper l'autre côté. C'est exactement ça. Mais si cette loi est inévitable, on est condamné à osciller sans fin entre l'euphorie et le désespoir? Non, et c'est là le véritable secret du texte, la technique de la neutralisation. Comment ça marche? Puisqu'on ne peut pas arrêter le pendule de l'univers, la stratégie c'est de refuser de se laisser emporter. Le pratiquant utilise sa volonté pour s'élever sur un plan mental supérieur avant que le balancier ne reparte. C'est un peu comme un surfeur face à une vague géante, non? Vas-y, développe. Si on essaye de bloquer la vague de face, on est broyé. Le pendule gagne à tous les coups. La seule technique de survie, c'est de faire un canard, de plonger sous la vague pour la laisser passer.
C'est qu'une très bonne image. Ou, pour être un peu plus urbain, c'est comme monter dans un ascenseur et sortir de la cabine juste avant qu'elle ne redescende au sous-sol. Le mouvement de la cabine continue, mais on n'y est plus soumis. Ces métaphores décrivent parfaitement l'état de détachement exigé. On perçoit le balancier de l'humeur qui amorce sa descente, on sent la tristesse arriver. Ouais. Mais au lieu de s'identifier, on s'installe fermement dans son pôle positif. On laisse le balancier inconscient faire son retour en arrière sans nous entraîner. C'est de la pure volonté. Ce qui nous amène à la toute dernière pièce du puzzle, l'outil psychologique qui permet de générer cette volonté incroyable. Le principe de genre. Voilà. Mais nos sources précisent tout de suite qu'il ne faut pas confondre ça avec le genre physique ou le sexe biologique. Ah non, pas du tout. On parle ici de deux forces psychologiques présentes dans chaque esprit humain. Une sorte de dualité créatrice interne. C'est ça. Le principe masculin mental, c'est le moteur de la volonté, l'énergie qui donne, qui s'exprime, qui projette une intention ferme, L'action pure, quoi. l'action directionnelle pure. Et de l'autre côté, le principe féminin mental, c'est le réceptacle de l'imagination. C'est la force qui reçoit les impressions, engendre de nouvelles idées, tisse des concepts. J'aime beaucoup l'idée de les voir comme un duo de construction. Le principe féminin, ce serait l'architecte de génie. Elle visualise un palais entier avec les moindres détails, mais elle n'a pas la force physique de couler le béton. C'est très visuel, j'adore. Et le principe masculin, ce serait le chef de chantier brutal. Il a une énergie colossale pour manier les outils, mais s'il est laissé tout seul, sans les plans de l'architecte, il construirait n'importe quoi avant de tout péter. C'est exactement cette complémentarité qui est la clé de voûte de la transmutation. L'alchimiste mental sait qu'une imagination luxuriante sans la volonté de la manifester, c'est juste de la rêverie stérile. Et une volonté aveugle sans imagination, c'est le chaos. Parfaitement. Le maître de lui-même, c'est celui qui marie ces deux forces, l'architecte et le chef de chantier, pour que la pensée devienne acte. C'est une architecture intellectuelle absolument fascinante. Franchement, si on prend un peu de recul sur toute cette exploration, le voyage est stupéfiant. Ah oui, on en a parcouru du chemin, hein. On est parti des manuscrits encensés par les Médicis, vénérés comme les reliques de Moïse à Florence. On a vu ce mythe éclater en vol face à la rigueur de Casabon. Et on l'a vu renaître intact dans l'Amérique industrielle du début du XXe siècle, sous la plume d'un probable pionnier du développement personnel de Chicago. Ce parcours illustre quand même la formidable résilience de cette pensée. Que ça a été codifié par des pharaons ou en 1908 dans l'Illinois, la mécanique interne reste cliniquement pertinente. La maîtrise consciente des pôles émotionnels, le refus d'être une victime des rythmes de la vie, ça n'a pas pris une ride. La validité d'une philosophie se juge à son efficacité, peu importe qui tient le stylo. C'est indéniable. Ce qui nous pousse vers une réflexion finale presque paradoxale. Et là, pour quiconque a suivi jusqu'ici, il est impossible de ne pas se poser la question. Je t'écoute. Si on accepte le tout premier axiome du Kybalion, ce principe de mentalisme qui dit que l'univers entier est contenu dans un esprit et que nos propres croyances façonnent littéralement notre réalité, La question de l'origine historique perd tout son sens. la boucle se referme. Si un esprit curieux trouve dans la conviction absolue que ce texte vient de l'aube des temps la force psychologique dont il a besoin pour transmuter sa propre douleur, S'il arrive à glisser sur l'échelle de la polarité, exactement, et à changer le cours de son existence. Alors au final, qu'importe la supercherie littéraire. c'est de la beauté de la chose. Cette immense illusion, ce pseudonyme de l'Antiquité ou des Trois Initiés, par sa seule capacité à manipuler la croyance humaine, ne serait-elle pas la plus spectaculaire démonstration d'alchimie mentale jamais réalisée? C'est une pensée profondément provocatrice. Et c'est là-dessus qu'on va laisser cette question infuser en silence pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de son propre pendule.